Bonjour Madame Osdir, Bonjour mademoiselle, bonjour Sana. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est d'un grand intérêt pour moi. Comme vous le savez, je m'intéresse beaucoup à ces questions de rapports sociaux de sexe en Algérie et en particulier cette question de l'entrepreneuriat qui est une question quand même importante pour le devenir des femmes et pour l'acquisition d'une autonomie économique. Donc c'est moi qui vous remercie de m'avoir convié, de me donner l'autorisation d'en parler. Merci beaucoup. Comment vous pouvez décrire les obstacles qui limitent la participation économique des femmes en Algérie? Je pense que d'abord les femmes sont diplômées, comme je le disais. Ensuite, elles sont nombreuses à être diplômées en sciences humaines et sociales. Or, le chômage existe en particulier pour les diplômés, puisque même les jeunes hommes diplômés constituent le plus gros des chômeurs, et les spécialistes des sciences humaines et sociales. Donc, elles se retrouvent vraiment dans l'impasse qui conduit au chômage. Ensuite, ce qu'on doit remarquer, par exemple, ces derniers temps, on observe une baisse de l'emploi féminin. Il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Et cette baisse, je pense, c'est que quand il y a un poste à pourvoir, on le donne à un homme plus facilement qu'on le donne à une femme. Parce que la femme va avoir des obstacles. Ces obstacles, c'est l'éducation des enfants, la tenue de la maison, la possibilité de partir en mission loin, la possibilité d'accepter une affectation loin de la maison. Donc les chefs d'entreprise ou les directeurs d'administration prennent plus facilement un homme qui est plus facile à déplacer et qui n'aura pas le congé de maternité, qui dira pas mon fils a eu de la fièvre, j'ai pas pu venir. Et cela, ça signifie quoi? Ça signifie aussi que la paternité n'est pas assez investie dans l'éducation des enfants, que finalement la scolarité massive des filles a permis de produire surtout des mères qualifiées, c'est-à-dire des femmes qui vont aller chercher les enfants à l'école, qui vont les aider dans la scolarité, qui vont s'occuper des beaux-parents, qui vont emmener les beaux-parents chez le médecin, qui vont être qualifiées. C'est-à-dire que c'est fini de dire que les femmes sont enfermées à la maison, c'est terminé, tout le monde sort, les femmes en premier, vous allez à la mairie, celles qui font la chaîne pour retirer les papiers, c'est massivement des femmes. Vous allez chez le médecin, celles qui accompagnent les enfants ou les personnes âgées, ce sont les femmes. Vous allez au marché, qui était un domaine réservé des hommes pendant longtemps. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui occupent massivement les marchés. Donc, on voit que d'un côté, la société a ouvert des perspectives plus grandes sur l'extérieur aux femmes, mais en même temps, cette lourde charge qui fait qu'elles prennent en charge la famille, qu'elles prennent en charge les soins à la famille, fait qu'elles sont moins souhaitées sur le marché du travail. Ensuite, il faut ajouter que l'économie a reposé longtemps sur l'industrie lourde et aussi sur les champs pétroliers, par exemple. Et donc, dans ces lieux-là, on recrute beaucoup moins les femmes que les hommes. Les femmes, c'est beaucoup plus l'industrie légère ou massivement les Algériennes, parce qu'elles sont qualifiées, on les retrouve dans la santé, dans l'éducation et dans l'administration publique. Elles sont beaucoup plus nombreuses. L'emploi féminin, ce sont les niches de l'emploi féminin. Par contre, l'industrie lourde, bien qu'aujourd'hui il n'en reste pas grand-chose, mais qui a constitué les années 70, où l'industrie pétrolière recrute beaucoup moins de femmes. Est-ce que vous pensez, avec le contexte d'aujourd'hui de la crise de Covid, il y en aura d'autres comme on peut déjà prévoir, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat peut être une forme d'émancipation pour les femmes?
Ah, certainement. L'entrepreneuriat est une perspective qui peut offrir aux femmes des débouchés évidents. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur les femmes entrepreneurs. Nous pourrions en parler. Par exemple, au CREAD, il y avait eu, qui est un centre de recherche en économie appliquée au développement, dans lequel j'ai longtemps travaillé, il y avait une étude sur les femmes agricultrices. Sur les femmes agricultrices, c'était très intéressant parce que il se trouvait que certaines d'entre elles, parmi les interviewées, étaient des ingénieurs agronomes. Et donc elles avaient le savoir, elles avaient le savoir-faire, elles tenaient l'entreprise, mais tout ce qui était rapport à l'extérieur, rapport avec les banques, rapport avec l'argent, était assuré par leur mari, même si celui-ci travaillait pour sa part dans l'administration et ne travaillait pas dans l'entreprise. Donc elles avaient la prise en charge de l'entreprise agricole, et tout ce qui était rapport avec le monde extérieur et rapport avec l'argent était pris en charge par les hommes. Alors on a maintenant une problématique qu'il faut interroger, qui n'est pas seulement celle de l'emploi ou de l'entreprise, c'est la problématique du rapport des femmes à l'argent. Alors que nous révèlent les enquêtes ? Les enquêtes nous révèlent que souvent, par exemple, dans ce que vous appelez les entreprises, il y a certes des femmes performantes qui dirigent des entreprises performantes, mais quelquefois elles sont des prête-noms pour obtenir un crédit. Elles obtiennent le crédit à leur nom, mais c'est l'homme qui en dispose, qui montent l'entreprise, et pourtant elles sont responsables au regard de la loi si la somme n'est pas remboursée. Ensuite, il y a, par exemple, vous prenez les pharmaciennes. Un certain nombre de pharmaciennes ont le diplôme de pharmacie. On ouvre la pharmacie, mais elle est à la maison, et le mari, qui peut avoir fait sciences économiques ou technicien en emballage ou sciences de l'information, va tenir la pharmacie. Donc il y a encore ce rapport à l'argent. Et puis surtout, quand les femmes gagnent de l'argent, ce que les enquêtes nous révèlent, c'est quelque chose, à mon avis, de très pénalisant. C'est que tout ce qui constitue le patrimoine de la famille est acheté par le mari. La maison est au nom du mari, la voiture est au nom du mari. Et l'argent de la femme va dans les dépenses de la vie quotidienne, pour la scolarité des enfants, pour améliorer la vie quotidienne. Et dans certaines situations, quand le divorce arrive, ou quand elle est veuve, elle se retrouve, parce que les autres héritiers de la famille paternelle arrivent, elle se retrouve sans ressources. L'homme prend le patrimoine, la maison Tao, c'est à lui, tout le patrimoine lui appartient, et elle, son argent est allé dans la vie courante. Alors c'est vrai que dans les mouvements féministes, on essaye d'avertir les femmes sur ce biais, mais en même temps, si vous dites à votre mari « je voudrais que mon nom figure avec ton nom sur le contrat d'achat », il vous dit « ah, il n'y a pas de confiance, alors il vaut mieux qu'on arrête maintenant ». Et résultat, elle se retrouve, en cas de crise, elle se retrouve sans patrimoine, à la rue, et c'est une situation qui peut souvent se transformer de façon tragique. Alors, des choses ont changé quand même. Moi, j'ai l'optimisme des gens qui se battent. Des choses ont changé. Par exemple, si vous observez l'emploi féminin, quand j'ai fait mes premières enquêtes sur ces questions-là, ça devait être en 1987, par exemple, tous les emplois où vous étiez en contact avec le monde extérieur étaient interdits aux femmes.
Les femmes, elles étaient à l'intérieur des bureaux, où elles soignaient les enfants, où elles étaient sages-femmes, mais tous les emplois où elles pouvaient être en contact. Il y avait une femme en 87, c'était au Golfe, elle vendait des légumes. Au virage du Golfe, elle était avec son mari et elle était marchande de légumes. C'était la seule femme que j'avais trouvée. Aujourd'hui, vous êtes obligé de constater que tous les guichets à la poste sont tenus par des filles, les guichets à la mairie sont tenus par des filles, les femmes sont policières. On vient d'embaucher 13 femmes pour une formation à Tafraoui comme pilote d'avion, pilote de MiG, je pense. Tafraoui, c'est une base militaire. Vous avez des femmes qui servent. Alors, en pleine rue centrale d'Alger, dans les cafés et dans les restaurants. Donc, peu à peu, ce que j'observe, c'est que la société, elle, a beaucoup changé. Ce que j'appelais dans mon dernier ouvrage publié les mutations familiales. Il y a eu de très grandes mutations sur ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un homme. Parce que maintenant, une femme, elle rapporte de l'argent, donc elle a un point de vue. Parce que du coup, comme elle fait des études plus longues, elle se marie plus tard, elle choisit mieux son mari. Parce que parfois, elle ne se marie pas, mais elle travaille et elle prend en charge sa famille. Donc, elle a un statut dans la famille parce que les parents, c'est elle qui les envoie à la Mecque, c'est elle qui a acheté la machine à laver. Dans nos études, par exemple, on s'est rendu compte que l'argent des femmes, dans le budget familial, il arrivait tout de suite après l'argent du chef de famille. C'est-à-dire que quand il y a un garçon qui est dans la famille et qui travaille, s'il paye la note d'électricité, c'est que oubli de familia, c'est un garçon de bonne famille. Mais la fille, elle va mettre beaucoup plus d'argent dans la famille, dans les dépenses collectives, dans l'équipement. Et du coup, elle va obtenir peu à peu un statut différent dans la famille, au point qu'on observe des contradictions dans l'application même du code de statut personnel, puisqu'on voit des pères de famille, y compris dans mes enquêtes, dans des familles très traditionnelles. Avant quand ils se sentent faiblir, aller chez le notaire pour mettre la maison au nom de la fille, parce qu'il compte sur sa fille pour prendre en charge sa mère, pour prendre en charge ses frères et sœurs. Très intéressant. Et je pense que là, on comprend exactement le contexte dans lequel les femmes vivent, c'est-à-dire ces contradictions, parce qu'en même temps, elles en veulent, donc elles arrivent sur le marché du travail, elles y tiennent au travail. Alors elles sont confrontées au harcèlement sexuel, à la violence, parce que aussi le patriarcat se défend. Exactement. En parlant de ça, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit changer pour avancer la place de la femme et l'activité économique de la femme sur le marché algérien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je crois que d'abord, il faut rendre au travail sa valeur à l'échelle de la société, pas seulement à l'échelle des femmes. Parce que les femmes sont capables maintenant et elles sont formées. S'il y a du travail, elles le prendront. Et quand elles ont la formation, elles ne reculent pas. Moi, j'ai une nièce qui est une jeune fille, qui est une fille adorable. Elle est la seule femme sur une base pétrolière. Et elle n'est pas la seule. Elles sont un certain nombre à avoir fait les grandes écoles, à avoir fait des écoles d'ingénieurs et à partir. Il n'y a pas que celle-là. Toutes les femmes sont conscientes maintenant et en plus, tous les foyers ont besoin du travail des femmes. Tous les foyers ont besoin du revenu des femmes. Une femme, quand elle travaille, ce n'est pas contre les siens. Au contraire, elle améliore leur vie. Donc, et puis, elle s'émancipe, mais elle améliore aussi les conditions de vie autour d'elle, de tous ceux qui l'entourent. Donc,
À mon avis, la question, c'est le travail. C'est pas seulement le travail des femmes. C'est rendre au travail sa valeur au détriment de la rente pétrolière, de la subvention, des prêts, de toutes comment je dirais, de toutes ces solutions qui ne font que cicatriser l'absence de travail. Effectivement. Bon, je vous remercie beaucoup, Madame. Je vous en prie, Sana. Vraiment, c'était très, très intéressant. Tant mieux. Vous avez donné à la fois une vue sur le contexte dans lequel les femmes opèrent, mais aussi, surtout, des solutions pour avancer la place de la femme dans l'activité économique. Moi, j'y crois de toutes les façons. Les choses changent entre ce que je vivais en 62 et ce que je vis aujourd'hui. Quand je vois les jeunes femmes de mon pays, je suis enthousiaste. Et ce sera quoi votre message pour les jeunes Algériennes qui nous regardent aujourd'hui? Je crois en elles, je les adore, elles sont fortes. J'ai eu mes étudiantes qui travaillaient, qui étaient là, qui voulaient à tout prix avancer dans la vie. Et je vois aujourd'hui les jeunes femmes qui veulent, qui exigent même le respect de la part des hommes qui les entourent et puis qui sont plus vigilantes que nous l'avons été quand nous étions plus jeunes, parce qu'elles connaissent aussi des pièges. Elles savent combien c'est difficile aussi. Nous, on était la génération de l'après-guerre, tout nous appartenait. Donc on allait devenir le Japon, on allait construire l'Algérie, on était... et puis hommes-femmes, on était très bercés on pensait que l'égalité était déjà acquise. Ouais. Elles ont compris qu'il fallait la gagner. Magnifique. Merci beaucoup encore. Je vous en prie. Merci.